merci d'être présent ce matin pour un nouveau point sur nos fonds immobiliers grand public. Nous sommes toujours dans une période d'incertitude, hein, et la demande concernant l'immobilier se concentre dans les secteurs résilients. Tous ceux qui vont être un peu plus controversés. En fait, la différenciation va finalement aider à y voir plus clair. On a des perspectives économiques qui s'assombrissent. On a un essoufflement du côté de la vaccination, des mesures qui visent à freiner la propagation des variants du Covid-19 qui émergent, et l'incertitude grandissante. L'optimiste économique décline de nouveau un petit peu. Globalement, l'aversion au risque est forte et les investisseurs poursuivent leur quête de rendement. La BCE ayant annoncé maintenir des taux d'intérêt bas malgré une hausse relative de l'inflation, les investissements en immobilier au rendement attendu positif restent toujours attrayants. Mais l'aversion au risque engendre une évaluation binaire des marchés et notamment des secteurs néfastes pour l'investissement. On a d'un côté des secteurs au marché locatif intact. Vous avez la santé, vous avez l'immobilier résidentiel, l'industriel et logistique qui sont effectivement très prisés et à des prix relativement élevés. On a des volumes qui sont restés très importants jusqu'en juin 2021 et qui ont même augmenté par rapport à l'avant-crise. De l'autre côté, vous avez les secteurs qui ont été très ébranlés par la crise, comme le commerce de détail, ainsi que l'hôtellerie. Mais il faut bien avoir en perspective, en fait, mettre en perspective qu'il y a une différenciation à faire. Parce que si on regarde, par exemple, les actifs de commerce, dont les locataires promettent des volumes de vente stables, donc les petites boutiques de quartier, tous les actifs occupés par un locataire qui est en vogue, des Starbucks, Apple, Secret Woman, etc., eux vont être résilients. En revanche, tout ce qui est centres commerciaux, ça va être plus compliqué dans les semaines et les mois à venir. L'hypothèse qu'après la pandémie, les bureaux de haute qualité des quartiers centraux des affaires profiteront des changements structurels du marché locatif dû au télétravail a stabilisé les investissements dans ces biens dont l'offre est limitée. En revanche, la demande de bureaux en périphérie des villes va être beaucoup plus affectée, et on voit déjà un certain nombre d'entreprises qui annoncent rendre une partie de leur surface. Donc finalement, tant que l'incertitude dominera, les investisseurs continueront de considérer les marchés immobiliers de façon très binaire. Comment procédons-nous aujourd'hui dans nos gestions de nos fonds, donc l'OPCI, Dina-Pierre et la SCPI Pierre Capital? Je laisse maintenant la parole à Louis-Renaud Margerand, que vous connaissez tous très bien et qui va vous dire où nous en sommes dans la gestion des produits. Louis-Renaud, à toi. Merci Marie-Valérie, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Écoutez, on va diviser cette présentation aujourd'hui en 3 parties. Je vais revenir brièvement sur quelques indicateurs macroéconomiques pour corroborer avec ce que vient de dire Marie-Valérie. Et puis bien sûr, on va s'attacher à regarder qu'est-ce qui s'est passé dans nos 2 fonds immobiliers grand public, l'OPCI Dina-Pierre et puis la SCPI Pierre Capital, pour vous dire exactement où nous en sommes et qu'est-ce que nous allons faire dans les portefeuilles prochainement. Alors, je reviens tout d'abord sur quelques indicateurs. On s'est rencontrés lors du dernier webinar au mois de juillet dernier. Vous avez eu également, par l'intermédiaire de Swiss Life Asset Manager, un webinar consacré à la macroéconomie au courant du mois de septembre avec Béatrice Gage. J'aimerais quand même revenir sur certains indicateurs parce qu'il me semble tout à fait important pour comprendre justement les mécanismes immobiliers et qu'est-ce qu'il se passe en France, en Europe et alors peut-être pas dans le monde, faut peut-être pas exagérer, mais voilà, sur nos marchés captifs et les marchés qui nous intéressent en termes d'investissement.
Premièrement, ici, dans la colonne de gauche, faut bien se rendre compte de l'état des lieux, on va dire. Alors, j'ose dire post-Covid, parce que la situation en France, quand même s'il y a une petite remontée du taux d'incidence, etc., on a quand même un taux de vaccination qui est plutôt probant. La troisième dose de vaccination pour nos seniors qui a commencé, etc. Donc, la situation est en nette amélioration. Et j'allais dire, je m'applique la chose à moi-même, c'est-à-dire que même si je vous reçois aujourd'hui une fois de plus chez moi, ça n'est pas à cause du télétravail, c'est tout simplement pour être un petit peu plus tranquille qu'au bureau. Et c'est une notion importante, c'est-à-dire que oui, l'augmentation du télétravail va continuer. Néanmoins, on est globalement en manque de locaux pour pouvoir appliquer aussi derrière le télétravail, il y a la notion de flex office. Et je vais reprendre l'exemple de notre entreprise. Aujourd'hui, nos locaux sont certes modernes, mais ils ne sont pas encore adaptés au flex office, d'une part, et d'autre part, les accords de continuité ou d'augmentation du télétravail ne sont pas signés non plus. Donc le télétravail, c'est quelque chose qui va continuer de se mettre en place à partir de maintenant dans les entreprises, mais bien sûr, il va y avoir des incidences sur l'ensemble des métiers de l'immobilier, notamment dans la partie bureau. Alors, ces quelques indicateurs sont succincts. Simplement, n'oubliez pas, les bureaux représentent là donc c'est une étude de l'entreprise Knight Frank, que vous connaissez, qui fait beaucoup d'études purement macroéconomiques. Mais si on regarde le premier semestre de l'année 2021, les bureaux représentent toujours 66% des investissements globaux. Ça veut dire qu'il y a une continuité, vous voyez dans le temps par rapport globalement aux 10, 11 dernières années, le bureau a toujours été représentatif de l'ensemble des investissements dans le monde. En France ou en Europe, là il s'agit de la France, mais peu importe. C'est à peu près la même chose en Europe. Ayez conscience que la demande est toujours effervescente. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, le marché du bureau, c'est le marché le plus profond. C'est là où il y a le plus de transactions. Ça correspond à la demande aussi locative. Ça correspond à la demande des acquisitions, des transactions, volumétrie de transactions, mais ça correspond aussi à la demande des entreprises. Donc ça reste le marché le plus effervescent. Ce qui est à noter, c'est évidemment la montée en puissance de ce qui est logistique. C'est la partie rose en haut, qui a très fortement augmenté. Vous voyez, par rapport à il y a 10 ans où ça représentait même pas 5% des investissements, aujourd'hui ça représente 26% des investissements. Et la partie commerce, de façon légitime, est en nette baisse en termes de volumétrie d'investissement. Sachez également que les investisseurs étrangers en France représentent plus de 50% de la volumétrie de transactions. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que le marché français, pour les étrangers, reste une zone attractive par rapport à ce qu'ils ont, eux, à disposition sur leur marché local. Donc la France reste attractive par rapport au taux de capitalisation. Ça veut dire que les étrangers estiment qu'il y a un intérêt à investir dans du bureau, dans du commerce ou dans de l'immobilier en général en France. Donc ça prouve tout simplement l'attractivité de la France par rapport au reste de l'Europe. Et les SCPI et les OPCI représentent à peu près 25% des transactions. Ça veut dire que 75% des transactions sont bel et bien effectuées par des compagnies d'assurance, des fonds institutionnels, un petit peu de family office ou de fonds souverains, mais ça reste marginal. Donc, ce ne sont pas uniquement les SCPI et les OPCI qui font le marché de l'immobilier, c'est bien l'ensemble des fonds immobiliers, ainsi que les foncières cotées, que je n'ai pas cités. Donc voilà, ça n'est pas uniquement le marché grand public qui fait les prix, qui fait les mises en location, c'est l'ensemble du marché de l'investissement qu'il faut regarder, et c'est pour ça que l'on le regarde. De fait, et du fait de la désaffection justement depuis 2 ans maintenant sur l'hôtellerie ou sur les commerces, il y a quand même une question à se poser qui est de se dire quand est-ce qu'on va avoir des points de retour, puisque schématiquement les prix ont baissé, mais à un moment donné, compte tenu de cette baisse des prix, bien sûr, nous allons retrouver progressivement, soit en commerce, soit en hôtellerie, des points d'entrée, des points à l'acquisition par des taux de rendement qui ont, eux, augmenté. Si les prix baissent, le taux de rendement à l'acquisition a augmenté. Et donc, il y a bien un moment où il va falloir se repositionner, tout simplement parce que ça va représenter, je ne sais pas quand, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, ça va représenter des bons points d'entrée pour se repositionner de façon opportuniste sur ces classes d'actifs.
Deuxième indicateur assez important, je pense, c'est l'évolution des loyers avec 3 indications. Contrairement aux idées reçues, notamment dans le bureau, les loyers n'ont pas forcément baissé, tout dépend de la zone dans laquelle on est et on voit bien depuis 2 ans, là vous avez les chiffres arrêtés à la fin du premier semestre 2021, le prix facial des loyers, pour peu que l'on soit très très bien situé, ont plutôt augmenté. Ça, c'est l'effet de la raréfaction de l'offre de qualité. Je parlais tout à l'heure de télétravail et de flex office. C'est pas le tout d'augmenter le télétravail dans une entreprise. Ça va nécessiter vraisemblablement un déménagement pour l'entreprise, déménagement dans des bureaux très récents, de construction récente, de construction modulable, avec des salles de réunion, des espaces de restauration, etc., etc. Et nous sommes en manque d'offres, d'où le fait que tout le monde se dirige vers la même typologie d'investissement, c'est ce qu'on appelle le flight to quality, c'est-à-dire la fuite vers la qualité, le vol vers la qualité. Tous les investisseurs veulent des bureaux qui correspondent à la demande locative. Donc les prix des loyers ont bien augmenté. Les autres loyers en périphérie sont restés flats ou sont en légère baisse, mais les variations ne sont pas très fortes, mais historiquement, elles ne sont pas très fortes non plus. Regardez pendant la crise de 2008-2009, sur les villes de province, finalement, la variation des loyers a été assez modérée, alors que la crise de 2008-2009 et ce qui en a suivi en 2010-2011 a été beaucoup plus violente que la crise, économiquement parlant. La crise de 2008 a été beaucoup plus violente par rapport à la crise que nous venons de connaître due à la Covid-19. Voilà. Une chose qu'il faut prendre en compte, par contre, les mesures d'accompagnement, elles, sont en hausse. C'est-à-dire que les loyers ne baissent pas forcément beaucoup. Par contre, les mesures d'accompagnement, c'est-à-dire les gratuités de loyer quand on fait rentrer un nouveau locataire, elles ont augmenté quasiment partout, même Paris intramuros, mais en moindre mesure Paris intramuros par rapport à d'autres zones d'autres localisations qui sont moins effervescentes en termes de demande locative. Voilà, donc ce ne sont pas les loyers qui ont baissé, ce sont plutôt les demandes d'accompagnement qui ont sensiblement augmenté. Ce graphe aussi sur une très longue période pour vous montrer l'attractivité dont je vous parlais, c'est-à-dire vous avez ici en fait schématiquement le spread de taux de rendement, c'est-à-dire l'écart entre le taux de rendement et un placement obligataire. L'OAT à 10 ans a un peu augmenté depuis quelques mois maintenant, mais rappelons-nous, hein, l'OAT à 10 ans, moins 0,35 en pleine période de Covid. Aujourd'hui, on est remonté en positif, mais en positif à plus 0,15, plus 0,20. Donc, ce qui compte, c'est la barre chart rouge que vous voyez, c'est les volumes d'investissement en Île-de-France et rapporté. Alors, bien sûr, cette volumétrie a largement baissé depuis Covid, mais le troisième trimestre reprend en effervescence. Sur les volumes d'investissement, moi, je ferai un parallèle avec la crise de 2008-2009. On est revenu sur des volumétries d'investissement entre guillemets de crise, mais vous voyez que post-crise, compte tenu de l'attractivité des taux en immobilier par rapport aux obligations, eh bien, la volumétrie d'investissement va réaugmenter progressivement dans les prochains trimestres et dans les prochaines années, pour peu qu'il n'y ait pas de forte hausse des taux, bien évidemment. Donc, l'écart entre votre taux immobilier et par rapport à l'OAT à 10 ans reste toujours très favorable puisqu'on est aux alentours de 300 points de base, 3%, 300 points de base de différentiel en termes de performance entre un rendement immobilier par rapport à l'OAT à 10 ans. Voilà, donc attractivité de la France, attractivité de l'immobilier en général, et puis peut-être ce dernier indicateur pour que vous vous rendiez compte des chiffres entre les classes d'actifs immobiliers. On a toujours parlé effectivement de la baisse des taux de rendement à l'acquisition dans le bureau ces 20 dernières années. Bon, bah ça, c'est dû à l'augmentation des prix progressives par rapport aux loyers qui sont facturés. Vous voyez également les pas de porte centre-ville en rouge. Donc oui, les prix ont légèrement baissé, donc le taux à l'acquisition a légèrement monté. Mais vous voyez aussi la logistique, et ça, c'est inhérent tout simplement à la demande d'investisseurs qui est de plus en plus grande. Quand vous investissiez en logistique prime au début des années 2000, ça rapportait du 10%.
Aujourd'hui, vous voyez qu'on est passé en dessous de 4%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quelle que soit la classe d'actifs, pour peu que vous soyez sur du rendement prime, c'est-à-dire du rendement que l'on va qualifier de loyer plutôt sécurisé, c'est-à-dire sur des vraies zones de chalandise importantes pour les entreprises, quelle que soit la classe d'actifs, en fait, il n'y a plus beaucoup d'écart entre ces classes d'actifs. C'est-à-dire que la prime de risque, quelque part, elle s'est quasiment neutralisée. Et donc, on n'aura pas le choix, nous, investisseurs, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est soit vous recherchez du prime et finalement, quelle que soit la classe d'actifs que vous utilisez, vous êtes sur des taux de rendement qui sont assez faibles. Donc, on va jouer sur, pour les années à venir, grâce à ces investissements bien placés, on va jouer sur la valorisation des biens à venir, parce que ce sont les zones prime qui se valorisent dans le temps et avec une beaucoup plus forte amplitude statistiquement par rapport aux zones non prime. Et puis on va jouer sur le deuxième facteur qui est l'augmentation possible des loyers dans ces zones de chalandise. Mais vous voyez, quelle que soit la classe d'actifs que vous utilisez, globalement, il y a un resserrement des taux d'intérêt, il n'y a plus beaucoup d'écart à utiliser une classe d'actifs ou une autre. Donc tout ça, ça va tendre, quel que soit le produit que vous utilisiez, un peu le même phénomène que les fonds en euros, c'est-à-dire qu'on va être très très sincère et très très clair, quelle que soit la marque que vous utilisiez, quelle que soit la société de gestion que vous utilisez, de toute façon, on va avoir cette continuité de baisse des rendements immédiats. Je parle uniquement du rendement immédiat, mais cette baisse va continuer dans le temps, tout simplement parce qu'on est en manque d'offres de qualité et que la demande reste effervescente. Et même, on peut supposer que la demande continue d'augmenter dans les prochains mois, à partir de maintenant, dans les prochains mois, dans les prochaines années, encore une fois, pour peu qu'il n'y ait pas de trop forte remontée des taux d'intérêt. Voilà, donc quelques indicateurs qui me semblaient intéressants pour remettre en perspective tout ça. Alors, on attaque tout de suite l'OPCI d'Inapierre pour vous tenir informé avec une première nouvelle qui date du début de semaine. Donc, vous voyez un nouveau petit logo ici qui s'affiche. Ça y est, on vous l'avait annoncé avant. Nous étions en phase d'audit cet été par l'AFNOR, mais ça y est, nous avons obtenu le label ISR pour l'OPCI d'Inapierre. Donc, bien évidemment, on est très fiers. La SCPI Pierre Capital avait obtenu le label ISR en tout début d'année. Mais ensuite, il a fallu le temps de mettre les process en place, bien sûr, au niveau de l'OPCI d'Inapierre, et puis surtout de trouver un créneau d'audit avec l'AFNOR, puisque les auditeurs certifiés actuels sont très, très sollicités, bien évidemment, par toutes les sociétés de gestion. Alors, je rappelle brièvement le principe de l'ISR pour l'entreprise que je représente, Swiss Life Asset Manager. Le domaine de l'ESG, d'abord, n'est absolument pas nouveau. Je vous rappelle qu'on avait signé les PRI donc il y a plus de 10 ans maintenant. Nous sommes tout à fait capables de tenir des critères ESG et de répertorier les critères ESG sur nos immeubles depuis donc fort longtemps. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Vous voyez sur ce graphe, sur ce slide, parmi 600 immeubles que nous gérons, nous, Swiss Life Asset Manager France, la société de gestion française, plus de 380 immeubles sont soumis à une analyse ESG régulière. Et à ce jour, nous avons nos 2 fonds grand public qui sont labellisés ISR, l'OPCI et la SCPI, mais nous avons aussi 4 fonds institutionnels, des fonds dédiés pour le compte d'institutionnels, qui sont également labellisés ISR. Donc tout ça, ça montre bien la volonté de l'entreprise, la démarche que nous mettons en place, et puis depuis c'est la sortie du label ISR, voilà, nous faisons nos meilleurs efforts pour correspondre à la demande en la matière, et je rappellerai brièvement que ces critères ESG, je pense qu'ils vont dans le bon sens pour le label ISR, puisque l'objectif des fonds immobiliers est tout simplement nous avons choisi la méthode Best in Progress, c'est-à-dire l'objet, c'est de faire évoluer positivement l'ensemble de notre parc immobilier dans les fonds que nous gérons, puisqu'il y a des systèmes de notation des immeubles. Et l'objectif de ce label, c'est que nous soyons contraints de faire progresser ces notes en termes d'émissions de CO2, de rejet des déchets, de relations avec les locataires, etc., etc. Donc ça va dans le bon sens et très sincèrement, je pense que ça va apporter une meilleure valorisation progressive
des immeubles, notamment par rapport aux fonds qui ne sont pas labellisés ISR. Donc voilà, la démarche est en route et ce que l'on fera dans nos prochains webinars, c'est bien sûr vous dresser un état des lieux, vous dresser un reporting des actions que nous avons menées dans nos fonds immobiliers sur le sujet de l'ESG, de l'ISR, afin que vous puissiez apprécier effectivement la teneur des choses en matière d'évolution positive de nos immeubles. Sur l'OPCI, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. Peut-être un point important, donc en termes de répartition des capitaux globaux, nous sommes toujours très en cash. Je ne vais pas revenir sur ce sujet, vous le connaissez. Aujourd'hui, nous sommes un petit peu en deçà du target en termes d'immobilier. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que nous avons effectué quelques arbitrages stratégiques, très peu, mais quelques arbitrages stratégiques ces 6 derniers mois. Donc, on a vendu quelques immeubles, ce qui a permis d'engendrer des plus-values. Déjà, ça, c'est une bonne chose. C'est des immeubles qui n'étaient plus stratégiques, donc on va réallouer ces capitaux. Et puis, le deuxième phénomène, si on est un peu en dessous, c'est tout simplement que le fonds collecte. Alors, il collecte moins que l'année dernière, ça on le regrette évidemment, mais on collecte pas mal. On est à peu près à 120 millions net positifs depuis le début de l'année. C'est-à-dire que l'OPCI des Napierre reste un fonds qui plaît énormément à tous nos distributeurs et à nos clients. On fait partie des 2 premiers fonds les plus collecteurs en France et on remarquera aussi que nous n'avons strictement aucune collecte négative, contrairement à certains de nos confrères. Voilà, donc collecte positive depuis le début de l'année, on a un peu de cash en portefeuille et donc nous avons la capacité à investir des capitaux en immobilier et c'est ce que l'on va faire, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on est toujours très en cash, peut-être une notion importante sur le cash, c'est simplement de se dire que ça va être la première démarche ISR, la partie cash. C'est-à-dire que vous savez que soit nous sommes en monétaire, soit nous avons un peu de foncière cotée, soit nous avons un tout petit peu d'OPCVM externe. Et l'objet, ça va être de correspondre au label ISR, c'est-à-dire que nous devons impérativement utiliser des sous-jacents qui sont labellisés. Donc quand on utilise des fonds externes ou quand on utilise des foncières cotées, on doit obligatoirement utiliser des fonds labellisés ISR et sur la poche de foncière cotée, comme vous le savez, nous travaillons avec le groupe AXA IM pour la sélection des titres et l'allocation d'actifs sur les foncières cotées. Bien évidemment, nous leur avons demandé d'appliquer les critères ESG, mais ils savent le faire. Et aujourd'hui, je peux déjà vous dire que nous correspondons complètement au label sur la poche de foncière cotée, puisque 90% du portefeuille suit les critères ESG et une sélection ISR au sein de notre portefeuille, qui est le reflet des indications que nous donne le groupe AXA IM. Voilà, donc déjà la partie purement financière du fonds se met en place dans le courant du mois d'octobre pour correspondre au label ISR. Et sur la partie immobilier, nous mettons les process en place justement. Nous avons déjà analysé le portefeuille, la grille d'annotation est en route et donc il va falloir à partir de maintenant opérer des actions sur nos immeubles pour faire progresser ces notes. Donc une bonne partie du travail est déjà faite. La répartition géographique et sectorielle, je ne reviens pas dessus. Il n'y a pas de gros changements depuis le trimestre dernier. On reste toujours bien sûr diversifié sur toutes les classes d'actifs immobiliers avec la prépondérance sur le bureau et puis une diversification géographique globale pan-européenne, ce qui nous semble de bon ton tout simplement pour pouvoir profiter des cycles économiques de chacun des pays. Moi, le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, il est celui-là par rapport à l'OPCI d'Inapierre, parce que j'aimerais que vous compreniez bien notre gestion. Et pour ce faire, j'ai synthétisé 3 phases. La phase avant Covid, ce que l'on vous a toujours dit jusqu'à ce que la pandémie arrive. Qu'est-ce qui s'est passé pendant Covid? Et donc, après Covid, vers quoi nous allons nous tourner? Alors avant Covid, vous vous en souvenez, hein, on n'a jamais hésité, par exemple, à faire des opérations en blanc, à faire des opérations en VFA ou en BFA. VFA, vente en état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le locataire, c'est une construction neuve. BFA, bail en état futur d'achèvement, c'est-à-dire qu'un bâtiment est construit, mais on connaît le locataire qui rentrera à la livraison de l'immeuble, mais ça reste évidemment une construction également. Et ça, c'est vrai que ça a représenté, avant Covid, une très grosse partie de nos investissements au travers de l'immeuble In Défense dont
je reviens pas dessus, hein, parce qu'on vous a déjà parlé de ces immeubles, mais l'immeuble Indéfense, c'est donc une BFA, puisque ça sera le siège social de l'entreprise Vinci Immobilier. Rue Godot de Mauroy, c'est une restructuration complète d'un immeuble juste à côté de la Madeleine. Et The Box, c'est également une restructuration complète derrière la Défense. Hein, donc c'est pas la Défense même, c'est derrière la Défense. Alors, ce qui est intéressant dans ces investissements, c'est tout simplement de se dire que à la livraison, il y a du loyer qui va rentrer, mais surtout, grâce à ne serait-ce que ces 3 investissements, vous aurez à la livraison, donc une Défense, c'est dans 1 an et demi, rue Godot de Mauroy, c'est dans 1 an, The Box, c'est dans 6 mois. Vous allez avoir un patrimoine complètement neuf, complètement rénové, qui correspond à la demande locative. Donc, on a fait ces opérations tout simplement parce que ça permet de procurer ce que l'on appelle de la performance en capital, c'est-à-dire qu'entre le moment où on achète et le jour où il sort de terre, il y a de la performance qui se crée en valeur du patrimoine. Et puis en plus, on aura vraiment des immeubles qui correspondent complètement à la demande. Donc n'oublions pas un phénomène très important sur l'OPCI d'Inapierre. On peut estimer que d'ici la sortie de terre de ces immeubles, vous aurez 65 à 70% du parc immobilier de bureaux de Dinapierre qui est du parc quasi neuf. Et ça, c'est excessivement important par rapport à la demande locative, par rapport à la valeur des biens en question. Donc, vous avez un patrimoine excessivement récent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a beaucoup collecté ces 3 dernières années et que grâce à cela, nous avons pratiqué une gestion où on s'est attaché à acheter des biens récents ou des biens qui sont en cours de construction. Pendant la période Covid, rappelez-vous, là aussi, on vous avait tenu informé, mais on a cherché, ne connaissant pas les causes exactes de la crise du Covid-19, on a plutôt recherché ce que l'on appelle des loyers sécurisés, c'est-à-dire des bâtiments dont on connaît le locataire, toujours pareil, des bâtiments plutôt récents ou restructurés de façon récente, mais en connaissance des cash flows et donc en connaissance des baux et des locataires qui sont installés dedans. Donc on a privilégié des zones plutôt très qualitatives. On vous avait parlé des immeubles Almaga-Brest, donc le locataire est Criteo, le Fleurus, en plein 6e arrondissement à Paris, et puis un bâtiment de logistique qui est en Allemagne. Et là aussi, on voit l'insertion d'une nouvelle classe d'actifs dans Dinapierre, puisque c'est notre premier bâtiment de logistique. Donc, on a recherché du loyer sécurisé par manque de visibilité de qu'est-ce qui pourrait se passer dans 6 mois, dans 1 an, à cause du Covid. Hein. Si on se met en perspective, il y a de cela 2 ans, personne ne savait exactement qu'est-ce qui allait se passer au niveau économique, microéconomique, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Donc, on a cherché de la sécurité absolue. Alors, partant de là, en fait, qu'est-ce que l'on veut faire à partir de maintenant? Premièrement, je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous avons un petit peu de cash en portefeuille. Pardon. Julien Guillemet est en train de regarder différents dossiers d'investissement et ce que l'on souhaite faire, c'est différentes choses. Premièrement, on aimerait bien retrouver à nouveau, encore une fois, on n'est pas complètement sorti du Covid-19, certes, mais la visibilité quand même s'améliore grandement, mis à part quelques pays. Je pense qu'il vaut mieux vivre en France ou en Europe plutôt qu'en Russie en ce moment par rapport au Covid-19. Donc on a de la chance, voilà, l'économie repart. Nous, on voudrait retourner sur le même modèle qu'avant. On aimerait bien retrouver des opérations en BFA ou en VFA, c'est-à-dire des constructions neuves, toujours dans l'objectif de rechercher de la performance en capital d'une part, mais surtout vraiment la quête de correspondre à la demande locative des entreprises. Donc, il nous faut impérativement trouver des acquisitions de construction récente ou de rénovation récente. Continuité des acquisitions dans les zones prime, parce que c'est vraiment là que vous pouvez, dans le temps, générer de la valeur et de l'augmentation des loyers. Et puis s'intéresser aux autres classes d'actifs. On va continuer nos investissements en logistique, même si je vous l'ai montré tout à l'heure, les taux de capitalisation se sont contractés bien évidemment ces dernières années, mais il reste encore des possibilités sur des taux de rendement un petit peu supérieurs à la moyenne que je vous ai montré sur le hyper prime tout à l'heure. Et puis essayer de profiter d'opportunisme sur ce que j'appelle les résidentiels, la santé toujours. Pareil, les prix sont très chers, les rendements sont plus bas qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans.
Et puis aussi dans l'hôtellerie, là, par opportunisme, et sur l'hôtellerie, on essaie de se diriger plutôt vers l'hôtellerie de loisirs plutôt que l'hôtellerie business. On va pouvoir repartir en vacances, c'est même déjà fait. Donc voilà, ce marché-là va se réouvrir et il y a vraiment des opportunités en matière d'hôtellerie. Et si je précise aussi ces différentes classes d'actifs, c'est, vous le savez peut-être pas, mais nous avons des équipes dédiées sur ces secteurs d'investissement. Il y a une équipe d'investisseurs qui est dédiée au resident care, la santé en général, le résidentiel et la santé en général. Il y a une équipe dédiée sur la partie hôtelière chez nous qui aide Julien Guillemet justement dans ses choix d'acquisition et dans le suivi des immeubles pour la compréhension des business models. Voilà, donc tout ceci était excessivement important comme message à vous transmettre. Voilà, on va continuer notre travail de, entre guillemets, qualitatif, et il y a quelques dossiers sous le coude. Alors, je ne peux pas vous en parler puisqu'on n'est pas encore passé devant le notaire, mais les capitaux que vos clients ont injectés dans Dinapierre vont être injectés très, très prochainement. Le temps passe évidemment très très vite comme d'habitude. Donc le portefeuille d'actifs financiers, je vous en ai parlé tout à l'heure, pas de grosses modifications, si ce n'est notamment dans la poche de foncière cotée, l'application des critères ESG, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau des ratios, performance, volatilité, comme d'habitude, on reste sur des niveaux de volatilité que je considère comme exceptionnel pour de l'OPCI, c'est-à-dire que vous le savez, notre volonté, c'est de conserver cette volatilité excessivement basse. La performance est à 2,32 net depuis le début de l'année. Elle a légèrement baissé depuis un mois maintenant, et le fait qu'elle ait baissé est essentiellement dû à la partie foncière cotée. Donc il y a une toute petite baisse, même pas 50 centimes de baisse par rapport à il y a un mois, et cette baisse est due à la légère contre-performance des foncières cotées depuis un mois. Voilà pour ça. Alors en conclusion sur l'OPCI des Napières, moi ce que j'aimerais que vous reteniez du discours d'aujourd'hui, premièrement, une performance depuis le début de l'année qui est en ligne avec les objectifs. On a retrouvé un ordre de marche tout à fait normal depuis le début de l'année. Les notions importantes en termes de valorisation. Les commerces sont toujours stables. Ça, c'est la même chose que le trimestre dernier sur la contribution à la performance depuis le début de l'année. Par contre, on commence à assister de la part des experts sur notre portefeuille hôtelier un début de revalorisation à partir du troisième trimestre, à peu près plus 1%. Alors, à quoi est due cette revalorisation? Vous vous souvenez, hein, on avait communiqué sur le sujet. La valeur de nos hôtels avait baissé dans le courant de l'année dernière. Sur le premier semestre, je vous avais indiqué que la valeur de ces hôtels était restée stable, tout comme les commerces. Commerces et hôtels sur le premier semestre sont restés stables. Et là, sur le troisième trimestre, on retrouve un petit peu de valorisation positive de nos hôtels. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, nous n'avons plus de problématique de report de loyer. Les hôteliers aujourd'hui ont tous rouvert. Tous nos hôtels dans le parc sont complètement ouverts. Il y a un retour des cash flows, il y a un retour progressif des taux d'occupation à la hausse, et donc financièrement, ces groupes vont mieux. Donc les experts estiment que les cash flows dans l'hôtellerie sont repartis, et donc ils réévaluent progressivement à la hausse. Donc il y a un petit rattrapage qui commence à s'opérer dans l'hôtellerie avec une valeur d'actifs qui recommence à progresser. Donc je pense qu'on peut vraiment estimer qu'on avait touché le point bas au 31 décembre, et aujourd'hui, je pense que le rattrapage, en fait, alors pas d'ici la fin de l'année, mais dans les prochains mois, dans les prochains trimestres, dans les prochains semestres, il va y avoir progressivement un rattrapage de valeur à minima sur la partie hôtelière, et ça c'est tout bénéfice bien évidemment pour la performance de l'OPCI d'Inapierre. Donc les valorisations sur les bureaux, elles restent en légère en hausse même depuis le début de l'année. Ça aussi, c'est une notion importante parce que notre parc de bureaux, nous pouvons estimer que sa localisation est de très grande qualité, et c'est la raison pour laquelle il continue de progresser à la hausse. Attention, vous avez vu les valeurs d'expertise de certaines SCPI sur la place à la fin de l'année dernière, et vous pourrez le constater aussi en fin d'année. En fonction de la localisation, les valeurs d'expertise peuvent progresser quand on est bien placé. Attention, dès qu'on est excentré, la valeur du patrimoine, même en bureau, a pu connaître des légères baisses en fonction de sa localisation.
et on commence déjà à être en légère progression sur la partie logistique. Voilà, donc les feux sont plutôt au vert et bien évidemment, comme d'habitude, on vous rappelle que vous avez l'un des couples risque-rendement sur notre OPCI qui est, je pense, l'un des meilleurs du marché, sans avoir les chevilles qui enflent de trop, mais un niveau de volatilité excessivement faible parmi les plus bas. Et sur 5 ans, l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure performance à 5 ans parmi tous les OPCI de la place. Donc voilà, les feux sont au vert. Mon seul regret, je trouve que vous ne collectez pas assez. Moi, le message que j'aimerais vous transmettre, c'est oui, n'hésitez pas à nous confier l'argent de vos clients. Il y a de belles opportunités d'achat, encore une fois. Je pense qu'on traite de façon excessivement bonne le patrimoine immobilier de vos clients, on apporte de la valeur ajoutée, donc collectez plus, donnez-nous les moyens d'aller acheter des beaux immeubles pour le compte de vos clients. Voilà, j'en termine sur l'OPCI d'Inapierre. On passe tout de suite à les CPI Pierre Capital. Là, je vais aller plus rapidement. Nous avons également le label ISR, bien évidemment, depuis le début de l'année sur les CPI Pierre Capital, avec la méthode d'application et l'approche Best in Progress, de la même façon que sur l'OPCI d'Inapierre. Je ne reviens pas dessus, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. L'objectif, c'est de faire progresser les immeubles par un système d'annotation et de faire augmenter les notes des immeubles qui sont mal notés, tout simplement. La SCPI Pierre Capital est une SCPI diversifiée. On vous avait tenu au courant de l'évolution du patrimoine qui est complètement diversifié là également sur différentes typologies d'actifs avec une prépondérance bien évidemment de bureaux, un petit peu la même méthodologie que sur l'OPCI d'Inapierre. Mais le message que j'aimerais vous retranscrire aujourd'hui se situe plutôt au niveau des chiffres financiers de la SCPI Pierre Capital. Premièrement, on va parler du taux d'occupation financier, taux d'occupation physique, voir la différence entre les deux. Rappelez-vous peut-être le premier point sur la SCPI Pierre Capital. C'est vrai que le taux d'occupation avait sensiblement baissé. Rappelez-vous aussi que c'était en fait avant Covid. C'est-à-dire que la libération de quelques bureaux a eu bien sûr un impact sur le taux d'occupation physique et sur le taux d'occupation financier. Mais en fait, les vraies raisons, ce n'était pas la Covid-19, c'était tout simplement que quelques entreprises ont décidé de déménager depuis un immeuble qui est juste à la porte d'Ivry à Paris. Donc cet immeuble était vacant juste avant Covid, il est resté vacant pendant Covid et on l'a re-rempli progressivement. Donc aujourd'hui, ce qui est important de constater, c'est que la légère baisse des revenus de la SCPI, en fait, ne sont pas du tout dus au Covid, ils ont été simplement dus à la gestion locative, c'est-à-dire des locataires qui déménagent, le temps de retrouver des nouveaux locataires et de re-remplir les immeubles, eh bien, ça va permettre de rétablir les finances, bien évidemment, le renflouement des caisses, si je peux m'exprimer ainsi, à l'intérieur de la SCPI Pierre Capital. Aujourd'hui, vous voyez qu'après Covid, le taux d'occupation a très fortement remonté. On est quasiment à la fin du 3T à la pleine exploitation de l'ensemble de nos immeubles. Donc quasiment tout est plein. Il reste un demi-étage, un plateau d'un demi-étage à relouer pour être à 100%. Nous sommes à 98%. Ensuite, pourquoi y a-t-il un décalage entre le taux d'occupation physique et le taux d'occupation financier, par exemple au premier trimestre? C'est tout simplement que le taux d'occupation physique, ça veut dire qu'un nouveau locataire ou plusieurs nouveaux locataires sont bel et bien rentrés dans les locaux, mais comme bien évidemment il y a eu une négociation sur les franchises de loyer, il n'y a pas encore le revenu associé au taux d'occupation physique. Et au fur et à mesure où les franchises s'estompent, le niveau du taux d'occupation financier remonte sensiblement et vous voyez qu'on est quasiment ISO aujourd'hui. Il reste, ça veut dire quoi en fait l'écart entre les deux aujourd'hui? Ça veut dire qu'il reste globalement un mois de franchise ou 2 mois de franchise sur un locataire. Donc aujourd'hui, on est en pleine exploitation de notre patrimoine immobilier et bien évidemment, ça aura un impact positif sur le montant en euros par part. Moi, j'aime pas parler de TDVM. J'en ai même un peu marre que l'on parle que du TDVM de l'année dernière, parce que l'indicateur TDVM veut tout et rien dire. C'est juste un indicateur à un instant T quand vous achetez des parts de SCPI. Moi, ce que j'aimerais vous montrer lors de ces graphiques, c'est tout simplement que en euros par part, la situation financière de la SCPI Pierre Capital est saine,
d'une part, et d'autre part, la situation financière va s'améliorer dans les prochaines semaines. Elle commence déjà à s'améliorer. On capte plus de loyers qu'il y a un an. Et donc, nous allons pouvoir logiquement, à périmètre constant, réaugmenter le nombre d'euros par part versés à nos porteurs de parts, à nos associés, chaque trimestre et chaque mois. Je reviens brièvement sur les valeurs de part de la SCPI Pierre Capital. Premier point, nous aurons bientôt 5 ans. Donc ça, c'est un indicateur important puisque à partir du début de l'année prochaine, nous allons pouvoir calculer le TRI, taux de rendement interne de la SCPI. Donc début d'année prochaine, vous aurez le calcul d'un vrai TRI à 5 ans. Et ça sera assez intéressant, je pense, parce que qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans d'exploitation? Les capitaux ont un petit peu monté, aujourd'hui ils ont stagné, mais schématiquement, nous n'avons pas encore changé le prix de souscription de la valeur de part. Néanmoins, la valeur de réalisation a augmenté. Et je vous donne une dernière précision qui est excessivement importante. Vous voyez la valeur de réalisation qui a légèrement baissé au 31 décembre dernier. Et ayez conscience que ceci n'est pas dû à la valeur du patrimoine. Entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020, moi j'aimerais être le plus précis possible, les valeurs d'expertise de nos immeubles ont augmenté de plus 0,73%. Donc la valeur des immeubles, elle a augmenté même pendant la partie Covid. Par contre, pourquoi la valeur de réalisation qui inclut le financier dans la valeur, dans cette valeur? Tout simplement parce que la partie financière et notamment les loyers impayés pendant la période Covid ont été incorporés dans la valeur de réalisation de la SCPI. Donc, ce n'est pas la valeur des immeubles qui a fait baisser la valeur de réalisation, c'est bel et bien les provisions faites dues aux loyers impayés pendant la période Covid, la première période Covid, qui a fait baisser cette valeur de réalisation. Donc ça va se régulariser dans le temps. Donc aujourd'hui, vous voyez tout simplement qu'il y a un léger écart à la hausse concernant la valeur de reconstitution. Donc ça, c'est bénéfique. Schématiquement, la valeur de notre patrimoine a progressé pendant les dernières années progressivement. Ça, c'est un bon point. Je n'ai pas encore la teneur de la prochaine valeur de réalisation. Néanmoins, compte tenu de la qualité du patrimoine, encore une fois, je n'ai pas de perspective de baisse aujourd'hui sur la valeur des immeubles. Et comme les finances se redressent, j'ai de bons espoirs que l'ensemble de ces valeurs tiennent très correctement la route au 31 décembre. Mais vraiment, le message, c'est la partie finance qui s'améliore grandement. Et pour corroborer le tout, je vous rappelle la distribution de revenus. Je vous ai mis le TDVM qui évidemment a légèrement baissé l'année dernière, encore une fois, du fait des impayés de loyer. D'ailleurs, l'année dernière, pour tenir le résultat, vous voyez ici, moi ce qui compte, c'est les euros par part, hein, c'est la monnaie sonnante et trébuchante qui rentre dans les poches de nos clients. Historiquement, nous avions pu tenir 9 euros par part. Alors, j'ai tout recalculé aussi, hein, puisque le prix de la part a changé il y a de ça presque 2 ans maintenant. Hein, on est en base 200 euros par part, alors que le prix de la part a été divisé par 5, puisque initialement, le prix de la part avait été à la création de la SCI constitué à 1000 euros par part. Donc, il y a eu une division. J'ai donc tout recalculé en base 200 euros par part. Donc, on était sur des bases de 9 euros par part. L'année dernière, compte tenu de la situation locative, en termes de distribution de loyer, nous avons pu distribuer 6,18 et nous avons pioché dans le RAN, vous vous en souvenez, pour donner un résultat global à un peu plus de 8 euros, 8,10 €. Vous voyez d'ores et déjà, en ce début d'année, nous avons versé 6,19 à tous nos associés, c'est-à-dire le même montant que, je parle des loyers, hein, nous avons en 3 trimestres distribué le même montant que l'année dernière. Et il reste le 4e trimestre à verser. Voilà. Donc nous n'aurons strictement aucun problème pour tenir l'objectif de 8,10 €, c'est-à-dire la même chose. Et j'espère des bonnes surprises.
On ne sait pas encore si on va piocher ou pas dans le RAN pour améliorer un petit peu le résultat. Nous avons toujours, il nous reste plus d'1 mois et demi de report à nouveau dans les SCPI. Je pense qu'il ne sera pas forcément nécessaire. On va conserver ces réserves dans le temps. Néanmoins, vous voyez une très nette amélioration du revenu distribuable. Et le dernier message, c'est concernant l'année prochaine, je vais dire, c'est-à-dire que à périmètre constant, nous sommes en pleine capacité de revenus locatifs, d'une part, et d'autre part, on vous avait informé la dernière fois, l'investissement fait à côté de Cergy-Pontoise dans la base de Oni commence à cracher les loyers effectifs. C'est une opération à plus de 7% de rendement. Donc très sincèrement, les perspectives de distribution de loyers pour l'année prochaine, je ne vais pas dire qu'elles sont exceptionnelles, mais elles sont en très forte hausse. Donc ça, c'est vraiment le message essentiel. La situation financière retrouve tout son attrait. De plus, le dernier investissement que nous avons réalisé va apporter un boni sensible de distribution de revenus à nos associés. Et donc, la conséquence, c'est que le TDVM va remonter. Aujourd'hui, vous avez un TDVM à 3,05. Attention, il n'est calculé que sur les 3 premiers trimestres. Donc, on va tenir l'objectif de fin d'année, aucun souci. Les finances s'améliorent et le montant en euros par part est vraisemblablement en passe d'augmenter, peut-être en fin d'année si on le peut, et puis de toute façon l'année prochaine, ce qui sera tout à fait bénéfique pour tout le monde. Voilà, donc les perspectives restent plutôt très bonnes sur la SCPI Pierre Capital. Peut-être pour beaucoup d'entre vous, une SCPI à plus découvrir. Là encore, je suis là aussi pour vous inciter à la collecte, mais nous n'avons pas encore assez de conventions de partenariat, de conventions de distribution. Profitez de tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui pour profiter des atouts de cette belle SCPI. SCPI diversifiée, SCPI qui est encore petite en taille, hein, on est aux alentours de 100 millions d'euros d'encours. Moi, je pense sincèrement que compte tenu de la qualité des actifs, compte tenu du redressement des résultats financiers de la SCPI, je reste persuadé qu'en fait, c'est à partir de maintenant qu'il faut faire souscrire vos clients. Voilà, donc le contexte est plutôt très bon concernant nos 2 solutions financières. Concernant les SCPI, vous avez une relation entièrement digitale avec notre société. Et puis bien sûr, on rappelle l'ensemble des facteurs de risque spécifiques aux SCPI, puisque ce sujet est évidemment réglementaire comme d'habitude. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'ai